Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 21 décembre 2021. Dans les actualités de ce jour, jusqu'ici, ce sont le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, le général Gelé Serge et le sous-officier mécanicien de bord, Indien Arsan Laïtsara Jimmy, qui sont les rescapés dans le crash de l'hélicoptère qui a eu lieu entre Mahab et Mahavelna hier soir. Les deux autres personnes qui étaient également à bord, à savoir le pilote de l'hélicoptère et le directeur de la sécurité de la primature, restent encore introuvables. Les recherches se poursuivent. Ratromananzato et Louvanantenain, notre correspondance à Touamas, nous font revivre cette journée. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, le général Serge Gelé, a été retrouvé vers 8h du matin aujourd'hui, sain et sauf. Selon son témoignage, il a nagé depuis 19h jusqu'à 7h du matin, soit 12 heures de nage après le crash de leur hélicoptère. Je suis le général Serge Gelé, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. On a eu un accident d'hélicoptère hier. Je ne sais pas si mes collègues, toi, sont vivants. Néanmoins, je suis vivant, je suis bien arrivé à Maham. Je remercie tous les pêcheurs et les villageois de Maham. Je remercie le collègue restaurateur, comment j'appelais déjà? Jason. Donc j'ai nagé. C'est un pêcheur dénommé Zambi qui est sorti de l'eau, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, après l'avoir vu nager dans la mer à 1 kilomètre de la plage. Selon le pêcheur, ils étaient sortis pêcher vers 4 heures à bord d'une petite pirogue. À 1 kilomètre au large, le pêcheur a aperçu le général flottant sur les vagues. Ce dernier lui a dit qu'il venait d'avoir un accident d'hélicoptère. Comme la petite pirogue ne pouvait supporter leur poids, Zambi a déclaré au SEG qu'il devait prendre une embarcation un peu plus grande pour qu'il puisse l'embarquer. À leur retour, le SEG n'était plus à la même place, mais comme Zambi connaissait la mer, il ne lui a pas été difficile de le retrouver. Après avoir pu récupérer, le SEG a accordé une petite interview. Il a affirmé que l'accident qui est survenu vers 19h a été dû à des rafales de vent et aucunement de la faute du pilote. Nous étions 4 dans l'hélicoptère, notamment le directeur de la sécurité du Premier ministre, Indjenabin Olivier, le mécanicien, le pilote et moi, j'étais derrière le pilote. Après le crash, nous sommes sortis chacun de notre côté. Je n'ai pas de gilet de sauvetage, mais le pilote et le mécanicien en avaient. Je me suis servi de la chaise du pilote comme gilet de sauvetage. C'est ce qui m'a sauvé, raconte le général qui dit vouloir reprendre son travail après 48 heures de soins. Le sous-officier mécanicien de bord, Indien Arsan Laïtsara Jimmy, quant à lui, a été retrouvé vers 10 heures. Il a également été secouru par une pirogue. Vaguement, j'ai pu apercevoir 3 personnes sortir de l'engin avant d'être emportées par les vagues. J'ai nagé jusqu'au matin, j'ai aperçu un pêcheur qui m'a secouru, a-t-il ajouté. Rappelons que ces derniers étaient partis en mission avec le Premier ministre, chef du gouvernement, et quelques membres du gouvernement pour être au chevet des victimes d'un naufrage à Sonirane-Vung. Mais l'hélicoptère qui a emmené le SEG a eu cet accident. Les 2 autres personnes, notamment le pilote de l'hélico et le directeur de la sécurité de la primature, sont encore portés disparus. Les 2 rescapés sont arrivés à Antananarive en fin d'après-midi pour être soignés.
Et lourd bilan à l'issue du naufrage d'une embarcation qui s'est produit entre un Djangaz et un cirque. En effet, 23 corps ont été repêchés, 45 passagers sont sains et saufs, mais 57 autres font encore l'objet de recherches actuellement. D'après les rapports officiels de l'Agence portuaire maritime et fluviale ou APMF, il s'agit d'un cargo ayant quitté illicitement Antanambé dans le sud de Mananara Nord qui transportait 130 passagers hier 20 décembre vers 2h30 du matin. De l'eau est entrée dans le navire, ce qui a endommagé les moteurs et a causé le naufrage de cette embarcation qui ne devait en aucun cas transporter de passagers. Aussi, la PMF a souligné ce jour que les responsables de cette tragédie seront sévèrement punis. Reportage de Fiti Nyarkoufé sur les images de Secha Anjenabu. Le 20 décembre, vers 2h30, le navire MF Francia quitte Antanambé. Ce cargo, qui ne doit transporter que des marchandises, avait pourtant à son bord 130 passagers, selon les rapports de l'Agence portuaire maritime et fluviale. En cours de route, l'embarcation a sombré. D'après les rapports officiels, l'eau qui est entrée dans le navire a noyé les moteurs, ce qui a conduit à ce naufrage. L'accident est survenu entre un Djangaz et un Tsirak. L'agence portuaire maritime et fluviale de Sainte-Marie a été notifiée de l'incident le jour même du 20 décembre. Vers 9h30 plus tard, 3 navires sont partis au secours des naufragés. Jusqu'à ce matin, le bilan officiel de la PMF a recensé 19 morts et 45 survivants. La gendarmerie de Fénoirie a récemment enregistré 13 morts, ce qui fait 36 morts en tout. Selon les précisions, ce bateau n'a pas été aménagé pour le transport des passagers. En outre, il n'est pas passé au niveau de la PMF et n'a été autorisé à embarquer. Raison pour laquelle le départ a eu lieu en pleine nuit, d'après le directeur général adjoint de la PMF. On peut donc qualifier cet accident d'accident très grave, toujours d'après la PMF, qui exige certaines normes pour qu'un bateau puisse quitter le port, dans la connaissance des conditions météorologiques, maritimes et matérielles. D'ailleurs, le bateau n'a pas embarqué au port officiel de Mananar, mais dans la commune rurale d'Antanambé. Les responsables directs ou indirects dans cette tragédie seront sévèrement sanctionnés, étant donné la gravité de l'incident. Une enquête approfondie est en cours actuellement dans la recherche du capitaine du bateau qui, selon le rapport de la PMF, est actuellement en cavale. Dans un tout autre sujet, à présent, page économique afin d'accompagner les entreprises malagasy dans le redressement économique après la crise sanitaire. Le programme Miar Nabafiarin a été de nouveau lancé pour les petites et moyennes entreprises. Le taux d'intérêt est de 8% pour ce programme. Les entreprises formelles ayant 3 ans d'activité et ayant moins de 5 milliards d'arrière de chiffre d'affaires peuvent bénéficier du programme. Reportage de Jay Ranjemar. Un financement de 40 milliards d'ariars sera utilisé dans le projet Miar Nabafiarin pour les petites et moyennes entreprises ou PME afin de les accompagner pour le développement de leur activité entrepreneuriale. Les entreprises dans le secteur formel ayant plus de 3 ans d'activité et moins de 5 milliards d'ariars de chiffre d'affaires sont éligibles dans ce programme et pourront bénéficier d'un prêt à un taux d'intérêt de 8%. Le remboursement se fera en 24 mois. Plus de 14 000 emplois ont été sauvés grâce à ce programme Miar Nabafiarin, initié par le programme national Fiarin, avec un budget de 45 milliards d'ariars en 2020. Cette année, ce programme se poursuit afin de réaliser les engagements du président de la République, notamment le VELRA numéro 6 qui est d'octroyer un emploi décent, mais aussi le VELRA numéro 7 qui est la promotion des industries. Les entreprises désireuses de bénéficier de ce projet pourront consulter les banques BNI Madagascar et BOA Madagascar. Les bénéficiaires du programme Fiarin bénéficieront de supervision dans la préparation de leur dossier. Dans l'actualité de ce jour également, les cartes professionnelles des journalistes leur seront distribuées au début du mois de janvier 2022, a affirmé la présidente de l'Ordre des journalistes aujourd'hui. Le cas des journalistes non inscrits dans la liste mais ayant rempli toutes les conditions seront également examinés à partir du mois de janvier. Selon les précisions, l'Ordre des journalistes disposera désormais d'un bureau dans chaque région. Radraman Nzatouf, Anza Razonarvel nous en dit plus.
Selon la liste établie par la commission paritaire en charge de l'élaboration des cartes professionnelles de presse, 1509 journalistes en bénéficieront. Leurs cartes leur seront remises au début du mois de janvier 2022. Et c'est le ministère de la Communication et de la Culture qui se chargera en totalité de l'édition de ces dernières. D'après la ministre de la Communication, la professionnalisation des journalistes et de l'ordre des journalistes a constitué une priorité dans la modification des lois régissant la communication et les médias afin d'assurer la liberté de presse. Aussi, la signature entre l'ordre des journalistes et le ministère de la Communication et de la Culture sur la dotation du ministère de bureaux de l'ordre des journalistes dans chaque région a été effectuée aujourd'hui. Ces bureaux seront installés au sein des maisons de la communication et de la culture dans chaque région, comme il a été convenu aujourd'hui. La prise de température des passagers ainsi que les différentes mesures qui ont déjà été mises en place au sein des gares routières, des lignes régionales et nationales seront rétablies. Par ailleurs, les efforts qui ont déjà été déployés dans la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 se poursuivront, a expliqué le directeur général des transports aujourd'hui lors de sa visite auprès de la gare routière du Fassankaran. Reportage de Aniena Martina et Nza Ranjianso. Le ministère des Transports et de la Météorologie a de nouveau procédé à la sensibilisation au sein des gares routières, des lignes régionales et nationales aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le remplissage des manifolds pour les coopératives. Par ailleurs, il est toujours important de respecter les gestes barrières, de prendre la température des passagers et de désinfecter les véhicules. Le ministère des Transports est strict sur ces points. Les coopératives et les gares routières doivent désormais s'accoutumer de ces mesures sanitaires. Le non-respect de ces dernières par les transporteurs conduira le ministère à appliquer des sanctions d'après les informations. Toujours dans cette page sociale, les droits humains des personnes incarcérées au centre de pénitentiaires ne sont pas toujours respectés, malgré les efforts entrepris par les responsables de plusieurs secteurs, comme le ministère de tutelle, les diverses associations et les sociétés civiles. La situation reste encore délicate pour les détenus. Une raison pour laquelle les sociétés civiles comme ACAT Madagascar redoublent d'efforts pour donner la main aux détenus les plus vulnérables afin qu'ils jouissent de leurs droits humains. Reportage sur les images de Nzara Ranjianso. Les femmes et les mineurs sont classés comme les personnes vulnérables au sein des centres d'incarcération. Selon la responsable en charge de la réinsertion sociale et partenariat de la prison d'Antanmour, ces personnes sont classées vulnérables pénales car au sein des prisons, il ne s'agit pas d'égalité mais d'équitabilité, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Pour Antanmour, les mineurs incarcérés sont au nombre de 86 et les femmes 450. Ce sont souvent ces personnes qui sont priorisées en tant que bénéficiaires des aides sociales octroyées par les associations et les sociétés civiles. Selon toujours la responsable en charge de la réinsertion sociale et partenariat de la prison d'Antanmour, la plupart du temps, les sociétés civiles demandent les besoins des prisons avant d'apporter leur aide. Pour cette fois, la prison manque cruellement de matelas pour les détenus. Ainsi, ACAT Madagascar et ses partenaires ont apporté 100 matelas aujourd'hui. ACAT Madagascar, avec son plus grand partenaire financier qui est l'AFD, a octroyé ces matelas aujourd'hui dans le cadre de notre projet visant à aider les détenus. En tant que société civile œuvrant dans le respect des droits de l'homme, nous nous devons d'apporter notre contribution pour que les droits humains soient respectés au sein de ces centres d'incarcération, car malgré qu'ils soient des détenus, ils restent des humains, affirme la responsable administrative et financière du projet au sein d'ACAT Madagascar durant la remise des dons. Outre les dons pour les détenus d'Antanmour, les prisonniers d'Ambalatavang Tuamas ont également reçu 400 kilos de riz, un don qui correspond aux besoins de la prison. Et dans les actualités internationales de ce soir, Omicron extrêmement transmissible a pris le dessus sur le variant Delta en l'espace de quelques semaines et représente jusqu'à 96,3% des nouveaux cas dans 3 États du nord-est des États-Unis, notamment Oregon, Washington et Idaho, selon les centres de prévention de lutte contre les maladies. Joe Biden devait prendre la parole aujourd'hui pour appeler à une grande prudence lors des fêtes de fin d'année. France 24 nous en dit plus. Omicron est désormais largement dominant aux États-Unis. Selon les autorités sanitaires américaines, environ 73% des nouvelles infections dans le pays proviennent du nouveau variant. Un chiffre qui n'était que de 12% la semaine passée.
Face à cette explosion des cas, nombreuses sont les entreprises à devoir fermer temporairement leurs portes. Le président américain Joe Biden n'envisage pour l'heure pas de confinement dans le pays, mais il doit prendre la parole ce mardi pour faire un point sur la situation sanitaire. D'autres pays ont déjà fait le choix de prendre des mesures pour freiner Omicron. Au Royaume-Uni, c'est le maire de Londres qui a annoncé hier l'annulation de l'ensemble des festivités du Nouvel An. L'ombre de nouvelles mesures plane sur les fêtes de fin d'année, de quoi inquiéter les Londoniens. Je pense que cela rend tout le monde assez déprimé. Et tout le monde dans ce pays a fait ses plans pour Noël et je pense que c'est trop tard. Trop tard ou pas, face à la hausse des cas et des hospitalisations liées à Omicron, le Premier ministre britannique Boris Johnson l'a assuré ce lundi, il n'hésitera pas à prendre les décisions nécessaires si le variant continue de se propager aussi rapidement dans le pays. Dans un tout autre sujet, mais toujours dans l'international, les rebelles du Front de libération du peuple de Tigré, qui s'étaient emparés ces derniers mois des régions voisines de l'Amhara et de l'Afar, ont annoncé hier se replier vers leur région afin de faciliter l'accès à l'aide humanitaire. France 24. Le zoo a complètement changé, le zoo a été complètement métamorphosé. On a fait des réaménagements en termes d'espèces et dans les différents enclos pour assurer qu'il n'y aurait pas de problème sécuritaire à ce niveau-là. Et ensuite, nous avons un protocole de sécurité qui est en place au cas où nous avons une évasion ou une fuite. Voilà, on est paré, on a l'équipement nécessaire aussi pour pouvoir rattraper les animaux s'il y a quelconque souci. La plupart des enclos qu'il y avait ici avant, c'est des enclos qui existent depuis, comme vous-même vous l'avez dit, depuis les années 60-70. Il y a beaucoup d'enclos qui ont été complètement détruits, qui vont être complètement réaménagés. Parce que le rôle de ce zoo là aussi est éducatif, mais c'est de faire en sorte de pouvoir réintroduire certaines espèces dans leur milieu naturel. Et pour fermer cette page internationale, fermée depuis septembre 2020, après la fuite d'un hyène et des accusations de maltraitance, le zoo d'Abidjan rouvre aujourd'hui au public entièrement rénové et avec la promesse de mieux prendre en compte le bien-être des animaux. France 24 nous en dit plus. Ouvrir la porte à l'aide humanitaire, c'est la raison avancée par les rebelles tigréens du TPLF pour expliquer leur départ de deux zones clés d'Éthiopie. Nous venons de terminer le retrait de nos forces des deux régions de l'Amhara et de l'Afar. Ce faisant, nous pensons avoir ôté toute excuse à la communauté internationale pour justifier son immobilisme lorsqu'il s'agit de faire pression sur Abiy Ahmed. Ce repli est difficilement vérifiable en l'absence de sources indépendantes dans la zone. Ce retrait était exigé par le gouvernement d'Abiy Ahmed comme préalable à toute négociation. Mais jusqu'alors, il était qualifié d'inenvisageable par les rebelles qui affirmaient il y a encore quelques semaines se trouver à seulement 200 km de la capitale, Addis Abeba. Mais fin novembre, retournement de situation, les troupes fédérales mènent une contre-offensive et le gouvernement revendique plusieurs victoires relayées par la télévision d'État.
En un peu plus d'1 an, le conflit a fait plusieurs milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. L'impact humanitaire du conflit est de plus en plus dramatique. L'insécurité alimentaire aiguë touche désormais plus de 9 400 000 personnes dans le nord de l'Éthiopie, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Dans le Tigré, 5 200 000 personnes, soit près de 90% de la population, sont dans le besoin. Vendredi, l'ONU a donné son feu vert à un mécanisme international d'enquête sur les exactions commises par toutes les parties en Éthiopie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez sur Viva. Très bonne soirée à tous. Au revoir.